On place maintenant au nouveau chercheur, étoile montante, la prochaine personne, Olivier Villemer-Côté. C'est un chercheur du département des sciences du bois de la forêt de l'Université Laval, un expert en sylviculture et écologie, un peu à cheval entre les deux. Puis peut-être qu'il va nous parler du tuya, je ne sais pas. On va voir. Mais dans le titre de sa présentation, il va parler de régénération puis éloge à la lenteur. Je te donne la parole maintenant. Je te laisse y aller. Je risque de ne pas être capable de me retenir de parler de tuya, en effet. Bon, ça marche. Salut. Moi, je porte très mal mes 35 ans. Je me suis barré le dos il y a environ 8 jours pour la énième fois. Donc, j'ai passé la semaine un peu d'invape. Je me sentais pas très prêt pour ma présentation. Fait qu'hier soir, je parlais de ça. Puis là, il y a Isabelle Laforêt-Lapointe, je pense que je l'ai vu rentrer tantôt, qui m'a dit « Tant que tu présentes un peu de résultats, ça va bien aller. » Donc, au risque de décevoir certaines personnes, les 12 prochaines minutes n'auront absolument aucun résultat. Mais je vais essayer de vous présenter un peu qui je suis, quelques réflexions, puis où je veux m'en aller avec ma recherche. Donc oui, éloge à la lenteur, éloge à la régénération. Puis là, on a un exemple ici d'un tuya occidental, évidemment. Donc je commence dès ma première diapo, Marc, avec les tuyas. Juste pour vous donner le clin d'œil aussi sur le fait que les semis, des fois, on a de la misère à les identifier. Hein, parce que si vous regardez au premier coup d'œil, on ne voit pas un tuya. C'est de la croissance primaire qui n'a pas encore les écailles caractéristiques, donc attention, la petite régénération est importante, puis parfois elle passe inaperçue. Donc, mon parcours, brièvement, j'ai fait des études en biologie, je trouvais ça trop théorique, parce que j'avais fait ça à l'ULaval, donc je suis allé au bac en aménagement forestier à l'Université de la Colombie-Britannique. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie forestière, là-bas sur la côte ouest, c'est là que je suis tombé en amour avec le genre tuya, avec le tuya géant dans l'ouest. Ensuite, je suis revenu au Québec pour faire ma maîtrise, mon doctorat, cette fois-ci sur le tuya occidental, donc à l'Université Laval. À travers tout ça, j'ai eu la chance de faire un stage de recherche en Australie d'environ 6 mois où j'ai travaillé sur la restauration de paysages forestiers, notamment en lien avec la Tanzanie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après tout ça, j'ai fait un postdoc à l'ISFOR avec Christian Messier, puis depuis août 2023, presque 3 ans, je suis prof en sylviculture à l'Université Laval. Ça, c'est un exemple de moi qui constate pendant quelques années les échecs de régénération à peu près constants sur toute l'aire de répartition du tuya occidental. Voilà. Donc, comme tout bon étudiant gradué qui se respecte, j'ai commencé en pensant qu'on avait affaire avec une situation très simple. Hein, mais le constat était simple. Le tuya a de la misère à se régénérer. Il y a trop de chevreuils. C'est pas compliqué. On va aller étudier l'intensité de broutement, puis on va régler ça. Ça ne sera pas compliqué. Évidemment, j'ai fait face à quelque chose de beaucoup plus complexe, puis je me suis aperçu de l'infinie complexité de l'écologie forestière. J'ai travaillé dans des forêts mélangées où ce qu'on remarque, dans le fond, c'est des perturbations partielles qui s'accumulent. Donc, on a la tordeuse qui arrive, qui crée de la mortalité partielle. Graduellement, le vent entre là-dedans, on va avoir des trouées qui vont s'agrandir, donc des ressources qui vont devenir de plus en plus abondantes au sol forestier. Qui dit ressources dit régénération, et qui dit régénération dit nourriture pour le cerf. Et on a en parallèle de ça notre tentative d'émulation des perturbations naturelles avec les coupes partielles qui vont donner quelque chose d'assez similaire. Voilà. Le résultat de tout ça, mes études graduées en version graphique, c'est des intérêts pour les enjeux de régénération, des intérêts surtout pour la mise en valeur d'espèces en déclin de fin de succession, qui ont tendance à croître plus lentement, des espèces donc parfois mal aimées par l'industrie forestière, par le système assez capitaliste, merci, dans lequel l'industrie forestière s'insère. Donc, c'est un peu ces mal aimés-là qui m'intéressent le plus. Avec un exemple, justement, d'un tuya aimé par l'industrie, mais qui ne pousse pas vite, donc c'est comme un amour-haine. Donc, un tuya qui a été brouté pendant une bonne dizaine d'années de façon consécutive. De l'intérêt aussi beaucoup pour les liens entre l'aménagement faunique et l'aménagement forestier, qui trop souvent se parlent peu. On le sait, là, on a des ministères différents pour la forêt et la faune en ce moment. Peut-être qu'à l'automne prochain, ça va changer. On verra ce que ça donne. Et des intérêts aussi donc pour l'interaction, le cumul entre les différentes perturbations partielles notamment, dans un contexte de changements globaux. Donc, on le sait, avec les changements globaux, on s'attend à beaucoup plus d'incertitudes dans les régimes de perturbation et avec tout ça, évidemment, des interactions de plus en plus complexes entre les perturbations. Je parle trop vite, je vais prendre une petite pause.
Mais à la fin de mon doc, moi, j'avais l'impression d'avoir travaillé trop dans une échelle micro, puis de ne pas vraiment contribuer le plus globalement, justement, là, à l'adaptation de nos forêts aux changements globaux. Donc là, je voulais changer d'échelle, je voulais inclure plus directement les changements globaux, je voulais aller à des échelles spatiales, temporelles, qui me semblaient plus cohérentes. Donc, je suis allé voir Christian Messier, puis ça tombait bien parce qu'il était en train de finaliser une demande de subvention sur un projet qui était exactement là-dessus. Donc, le projet Diverse, là, il y a un kiosque d'ailleurs en bas, il y a eu quelques présentations en lien avec ce projet-là, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir plus en détail. Mais un projet qui, en gros, part de la prémisse selon laquelle il y a une association positive entre la diversité fonctionnelle et la résilience des forêts. Et l'objectif du projet, c'est justement de mettre ça à l'échelle. Donc, plutôt que de regarder uniquement à l'échelle d'un peuplement, de regarder à l'échelle du paysage, donc via les réseaux complexes fonctionnels. Donc, d'aller essayer de trouver dans notre paysage où on devrait agir pour augmenter la diversité fonctionnelle, de quelle manière augmenter la diversité fonctionnelle. On s'entend, c'est pas juste faire monter le niveau d'une métrique de diversité, c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus nuancé que ça. Donc, c'est un gros projet là, pan-canadien qui va rouler jusqu'en 2029 et qui essaie de développer tout ça. Donc, je suis encore impliqué dans ce projet-là là, comme leader d'un des thèmes. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Bon, ça m'amène, c'est en bref mon parcours, puis ça m'a amené à me positionner un peu sur où je veux me placer comme sylviculteur dans toute cette notion-là de sylviculture d'adaptation puis de résilience. Comme à peu près la moitié de la salle ici, je travaille en sylviculture d'adaptation, puis je travaille sur essayer d'augmenter la résilience de nos forêts. Par contre, on a parlé hier d'ailleurs, mais tout le monde parle de résilience, tout le monde sait ce que c'est, mais je suis pas mal convaincu que si on faisait un sondage, tout le monde aurait une définition différente. Puis c'est pas un blâme ici, c'est pas pour rien, c'est normal, c'est parce qu'il y a plusieurs définitions. Par contre, on ne prend pas nécessairement le temps de parler de quelle résilience on essaye d'obtenir. Donc, je fais une autre parenthèse pour vous parler un petit peu d'où je me situe là-dedans. C'est une représentation que j'aime quand même, là, parce que ça nous montre, bon, on a un paysage de stabilité dans lequel les creux sont un peu nos paysages ultimes, là où tout converge dans le développement de nos communautés. Okay? Puis là, dans la vision de résilience d'engineering, on a un seul creux de bosse, on a une seule finalité assez linéaire dans laquelle on se dirige. Donc, c'est assez simple dans ce temps-là de déterminer si on est résilient ou pas. Est-ce qu'on est sorti de cette trajectoire-là ou est-ce qu'on ne l'est pas? Okay? Par contre, donc ça, c'est simple à gérer, relativement. Maintenant, à peu près tout le monde ici s'entend pour dire que le développement de nos communautés forestières, c'est pas linéaire, puis il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller exactement. C'est pour ça qu'il y a aussi l'autre penchant de ça un peu plus compliqué, qui est la résilience écologique, dans lequel notre paysage de stabilité va s'élargir, puis on va avoir plusieurs creux de vagues, plusieurs alternatives dans lesquelles on peut se trouver. Une autre façon de représenter ça, j'aime bien ce schéma-là qui nous montre un peu le gradient d'intensité, de divergence, si on veut, de notre assemblage de communautés, où on commence avec un peuplement en haut à gauche. Là. Il y a une perturbation qui arrive, puis là, s'il y a une persistance des arbres qui étaient déjà là, ou une résistance des arbres, c'est simple, on a notre peuplement est resté le même. Si on a de la mortalité, il y a une récupération où on retourne à la même composition, la même structure, OK, super, on a eu quelque chose de résilient, plus dans l'idée de résilience d'engineering. Hein. Mais dès qu'on commence à aller plus vers la droite, dans la figure, avec une réorganisation, par exemple, mais elle peut être transitive, elle peut être non permanente, ou par exemple, on a une perturbation, on arrive avec des feuillus intolérants pendant une cinquantaine d'années, puis ensuite un retour graduel d'espèces plus climatiques, disons. Bien, selon l'échelle temporelle à laquelle on regarde, si on regarde à l'an 50, peut-être qu'on va juger qu'on n'a pas été résilient. Mais si on retourne à l'année 100, oups, on a été résilient finalement. Si on ne s'est pas attardé à définir qu'est-ce qu'on voulait dire par résilience, qu'est-ce qu'on cherchait à obtenir comme écosystème, bien, on peut avoir des problèmes de communication. Puis ça se complexifie beaucoup plus que ça, parce qu'évidemment, plus on va vers la droite, mais là, on tombe dans des états alternatifs. Hein, on le sait, il y a plusieurs trajectoires possibles dans nos communautés. Ces trajectoires-là peuvent être positives, peuvent être négatives, peuvent être désirables socialement, peuvent ne pas l'être. Et ces trajectoires-là, bien, on est forcé de faire face à la réalité qu'elles se multiplient aussi avec les changements globaux. Donc, il faut qu'on se positionne sociétalement et non pas écologiquement, parce que c'est une réalité changeante. Il faut qu'on se positionne sur où est-ce qu'on trace la limite,
sur quelle proportion de notre paysage on trace cette limite-là et où est-ce qu'on veut, comment on veut se positionner là-dessus. Donc, cette grosse parenthèse-là pour vous dire que les changements écologiques profonds peuvent être masqués justement par cette dichotomie-là entre la résilience et les changements de régime. Pourquoi je parle de ça? Parce que le meilleur indicateur pour étudier tout ça, c'est la régénération. Donc, encore des petites images de tuyas, sont partout. Parce que c'est facile, la tendance forte, c'est d'étudier les arbres debout. Mais si on veut regarder à long terme, si on veut regarder nos peuplements futurs, si on veut regarder l'adaptation réelle, à mon sens, donc à plus long terme, on n'a pas le choix de s'intéresser aux petits. Pourquoi la régénération? Parce que tout passe par là. C'est l'étape la plus vulnérable. Dans le développement des forêts, c'est là qu'on va être informé sur la forêt du futur, qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui ne survit pas. L'adaptation passe par là nécessairement. Donc, où je m'insère là-dedans, mes travaux actuels, mes travaux futurs portent sur la complexité compositionnelle, la complexité structurale, merci Maxence pour la figure, sur comment le cumul de perturbations, surtout les perturbations partielles, vont complexifier notre capacité à mettre de l'avant une diversité d'espèces. Voilà. Et je travaille avec une super équipe, donc les petites photos ici, il y en a plusieurs qui ont présenté des affiches ou des présentations orales ici, donc des étudiants à maîtrise, doctorat, postdoc, que je remercie beaucoup. Une minute, OK. Je vais sûrement dépasser un peu. Et un petit clin d'œil au très cool Cedar Club avec qui je travaille depuis plusieurs années. On produit de la recherche là, sur le tuya occidental et sa sylviculture avec des super collègues des États-Unis. Et je finis très brièvement sur des petites perspectives. Il y a des énormes progrès au niveau technique, puis que tout le monde fait ici. Là. Mais je pense que tout ça nous mène à un certain risque de glissement vers plus de top-down, plus de trop technique, justement. Une complexité qui augmente, une incertitude qui est en croissance, pas juste à cause de l'incertitude inhérente aux changements globaux, là, mais aussi l'incertitude des solutions d'adaptation. Il y a plein d'outils qui sont présents, qu'on développe, avec lesquels on est de plus en plus confident, mais on ne se comptera pas de croquettes. On n'a aussi, en même temps, aucune idée de ce qu'on fait. Puis je pense qu'avec tout ça, en tout cas, moi, j'ai aucune idée. Vous me convaincrez si vous le savez. Avec tout ça, je pense qu'il y a un gros risque de diminution de l'implication des acteurs. Puis là, je fais un pas sur un lien avec ce que Sarah disait, mais je pense qu'avec tout ça, l'objectif que moi, je me donne dans ma programmation, c'est d'essayer de rester humble face aux complexités des forêts, d'essayer de viser des objectifs dynamiques, variés, projeter une multitude de futurs possibles, puis de se préparer à cette multitude-là, de ne pas m'isoler dans une bulle, puis d'imposer une seule vision. Et tout ça avec la conclusion qu'être sylviculteur en 2026, ça ne peut pas être que de l'écologie forestière appliquée, ça doit être humain, ça doit être social, ça doit être avec les gens pour les multiples objectifs de la forêt qui sont loin d'être uniquement de la production de bois. Donc, c'est comme ça que je m'insère, un sylviculteur écologiste appliqué qui veut travailler avec les gens. Alors, voilà, ça vous donne une idée de qui je suis, puis gênez-vous pas pour me contacter. Merci. Merci. Un peu.